Alors, après avoir rappelé dans le début du cours et la partie précédente les relations à connaître entre les tensions et les courants en régime sinusoïdal, nous allons maintenant apprendre à calculer les puissances consommées par des dipôles soumis à des tensions et des courants en régime sinusoïdal, et nous allons distinguer la notion de puissance moyenne et la notion de puissance instantanée. Alors nous savons que quand nous avons un dipôle aux bandes duquel il y a une tension U et parcourue par un courant I, si on fait U fois I, on obtient la puissance, alors ici reçue, puisque le dipôle est en convention récepteur, par le dipôle P égale U fois I. Or, nous manipulons uniquement des grandeurs complexes dans ce cours, donc on se dirait, peut-être qu'on peut calculer le produit U fois I, on appellerait ça une sorte de puissance complexe, et puis pour retrouver la puissance P, on prendrait la partie réelle de P. Or, ceci est strictement interdit. Pourquoi ? Eh bien, ce passage en complexe, puis retour en réel, ne marche qu'à condition que nous utilisions des opérations linéaires entre les signaux. C'est-à-dire que les signaux, nous pouvons les multiplier par des constantes, nous pouvons les additionner entre eux, mais nous ne pouvons pas les multiplier. Donc le calcul de puissance est un peu plus compliqué lorsqu'il s'agit de travailler avec les complexes, et c'est ce que nous allons voir ici, mais surtout retenons dans un premier temps que dès qu'il y a multiplication entre deux signaux, il faut être très vigilant avec l'utilisation des complexes, et en tout cas, une multiplication de signaux réels ne donne pas en complexe une multiplication de signaux complexes. Alors comment faire pour calculer la puissance ? Eh bien nous allons rester en réel pour l'instant, car nous avons vu que c'est dangereux de multiplier en complexe. Donc en réel, la puissance P reçue par le dipôle, c'est U fois I. Et comme U et I sont sinusoïdaux, de fréquence 50 Hz par exemple sur le réseau EDF, eh bien la puissance P sera aussi variable dans le temps, vu que U et I sont variables. Or, nous avons vu que U et I, en réel, sont donnés par, eh bien, on peut poser I égale I0 cosinus oméga t, en supposant que on choisit l'origine des temps de telle sorte que la phase à l'origine de I soit nulle, et U, par exemple, sera U0 cosinus oméga t, par contre potentiellement déphasé, donc plus phi. Et à partir de cette expression, et de la formule qu'on rappelle ici, cos A cos B égale cos A plus B plus cos A moins B le tout sur 2, vous allez exprimer la puissance instantanée P de t. Et vous allez montrer quelle va être la somme d'une valeur constante plus d'une valeur oscillant à 2 fois oméga, une pulsation qui vaut 2 oméga. Alors, quand on travaille en électricité, nous, ce qu'on veut savoir, c'est la puissance moyenne consommée par un dipôle. Et donc, c'est-à-dire que comme c'est du 50 Hz, c'est des fréquences d'oscillation de 50 fois par seconde, nous, ce qu'on veut savoir, c'est la puissance moyenne dissipée par le dipôle au cours du temps. Et donc, on cherche à calculer P, qui est la valeur moyenne de P. Et la suite, nous vous demandons dans la suite de démontrer que cette puissance vaut U efficace fois I efficace fois le cosinus de l'angle entre les deux. Alors faites cette démonstration, donc il y a ici des choses à remplir, et ici des choses à remplir, nous corrigerons ça en cours. Et donc une fois cette démonstration effectuée, on admettra et on retiendra la formule qui dit qu'en régime sinusoïdal, un composant dissipe la puissance moyenne U égale U efficace, P égale U efficace, I efficace, cosinus phi, où efficace est la tension efficace aux bornes du composant, I efficace est le courant efficace circulant dans le composant, et phi est le déphasage entre tension et courant dans le composant. Au passage, cos phi est appelé facteur de puissance. Et vous remarquerez que finalement, I efficace, nous l'avions représenté comme cela dans le diagramme de Fresnel. U efficace était comme cela. L'angle entre les deux était phi. Nous avons fait ça dans la vidéo précédente. Et bien on remarque que finalement,
la puissance est le produit scalaire du vecteur caractérisant I et de celui caractérisant U, vu qu'on a la norme de l'un fois la norme de l'autre, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Alors pour appliquer cette formule, nous allons faire un petit exercice et où nous allons calculer la puissance dissipée dans un certain nombre de composants, la puissance moyenne consommée par un certain nombre de composants. Et pour entamer cet exercice, je rajoute une question Q0. Montrer que le déphasage phi entre tension et courant au sein d'un dipôle parcouru par des signaux en régime sinusoïdal est égal, montrer que le déphasage phi entre tension et courant est égal à l'argument de l'impédance Z du dipôle. Donc c'est une petite démonstration qui nécessite de reprendre les définitions de Z, de U, de I et de phi. Et une fois que vous avez fait ça, vous calculerez la puissance moyenne dissipée ou consommée par une bobine, par une capacité, par une résistance. Le plus simple, c'est de utiliser le fait que phi soit l'argument de l'impédance Z du dipôle. Dans un deuxième temps, vous calculerez le facteur de puissance d'une installation consommant une puissance de 100 kW. Alors vous voyez, si on vous dit consommant 100 kW, on vous donne une grandeur qui ne dépend pas du temps, donc c'est forcément une puissance moyenne consommée par le dipôle. Même si on ne le dit pas systématiquement, puisque à force ça deviendra habituel. Alimenté par une tension d'amplitude 50 kV et absorbant un courant d'amplitude 10 A. On rappelle que le facteur de puissance c'est le cos phi. Et la troisième question, vous pourrez réfléchir, et nous en discuterons plus longuement en cours, sur pourquoi EDF impose-t-il un facteur de puissance supérieur à 0,93 pour les installations connectées au réseau. À vous.